Les blackouts sont en effet une contre-mesure. Si les archontes avaient pu s'en passer, jamais ils n'auraient eu recours à de telles destructions cycliques. En fait, les blackouts sont une parade à un processus de correction universelle que nous appellerons, par opposition, le white-in. Les white-in se produisent à l'instant où la pression due au flux d'énergie en provenance du Soleil provoque l'effondrement de la matrice artificielle. Notre Soleil, point d'intersection entre les deux matrices, s'effondre alors, libérant d'un coup toute l'énergie christique à l'intérieur de la matrice des faux dieux. S'ensuit l'atomisation de la matière et l'effondrement commence évidemment par la sphère de densité racine pour se répandre ensuite vers les autres sphères les moins denses. Cet effondrement n'est pas global. Par sécurité, la monade a compartimenté sa création sur la base des systèmes solaires qui sont autant de compartiments étanches. Si de nombreux white-in se sont déjà produits avec succès dans des zones lointaines de l'univers visible, fragilisant l'équilibre général de la matrice artificielle, jusqu'à présent, dans notre système solaire, les multiples retours du grand monarque et de ses légions noires ont toujours empêché les white-in de s'accomplir. La méthode est toujours la même. Les légions placent l'ADN humain sous le contrôle de l'ego et renforcent cette domination en généralisant l'empoisonnement alimentaire, médical et environnemental, accentuant le parasitage par les ondes, ce qui a pour effet d'exacerber la bile noire et de couper le commando d'élite infiltré dans chaque homme de la source originelle. Il faut bien comprendre que le blackout est la raison ultime pour laquelle les faux dieux nous ont créés. En effet, le blackout ne peut pas avoir lieu sans la présence des êtres humains sur la Terre. Pour mener à bien cette opération, le rôle de l'humanité est double. Les légions noires n'ayant pas directement accès à la sphère racine de la matrice artificielle, elles ont besoin des êtres humains. D'une part, pour installer et faire fonctionner leur arme ultime, et d'autre part, pour maintenir tout le système matriciel en place, blackout après blackout. Comme nous l'avons vu, les faux dieux séjournent principalement dans la 7e sphère. Ils ne sont pas adaptés pour vivre indéfiniment dans les autres sphères de dimension de la matrice artificielle. Ils peuvent s'infiltrer dans le moyen astral depuis l'intérieur de la Terre et remonter ainsi de dimension en dimension jusqu'en surface via les nappes de pétrole. Mais ils ne peuvent pas subsister sans protection en surface. Or, pour installer tout ce qu'il faut en vue de déclencher le blackout, pour lancer les satellites, pour monter les antennes, pour tisser le bouclier protecteur dans le ciel à travers lequel circuleront des ondes capables de freiner les effets du white-in, afin de maintenir la planète Terre sur une fréquence basse, bref, pour agir sur le monde à partir de la sphère centrale, le moyen astral où nous sommes, ils ont besoin d'un robot biologique, d'un animal modifié génétiquement, servile, mais suffisamment doué et habile, qui exécutera les tâches à leur place. Ce robot, nous le savons, c'est le virus humain, doté des capacités fonctionnelles indispensables. Pour diriger le troupeau en direct et l'orienter dans le bon sens, ils doivent trouver un véhicule, un sang noir issu d'une lignée pure. Ce corps, conçu à partir d'un ADN artificiel chargé d'une forte concentration de bile noire, pourra les accueillir temporairement, le temps pour eux de transmettre les ordres aux populations humaines, de façon à ce que soit paramétré le mécanisme complexe qui commande au blackout. L'autre rôle, plus important peut-être encore, que nous jouons dans la mise en place du blackout, réside dans la nature même du virus humain. Il faut savoir que la principale onde permanente de la résonance Terre-ionosphère a une fréquence d'environ 7,83 Hz. Ces résonances de Schumann, du nom de l'ingénieur électricien allemand qui les a découvertes à la fin des années 50, sont dues à l'activité électrique des orages, mais aussi aux rafales de photons à haute énergie en provenance du Soleil qui viennent en permanence se frotter aux couches les plus hautes de notre atmosphère. Cette pulsation varie en fonction du jour, de la nuit, en fonction des saisons, et aussi en fonction de la pression
du souffle solaire sur la haute atmosphère. Ces variations ont un effet sur l'épaisseur de l'ionosphère et sur l'atmosphère terrestre, mais pas seulement. L'ADN de toute créature vivante est en effet appairé à la fréquence de la planète sur laquelle il s'est développé. Ainsi sur Terre, dans cette troisième sphère de densité, dans le moyen astral, le champ électrostatique que chaque animal possède autour de lui et qui résulte de diverses réactions biochimiques dans le corps, nous accouple au champ isoélectrique de la planète sur une base de 7,83 Hz. Selon que la fréquence de la Terre augmente ou diminue, celle de l'ADN évolue de concert. La résonance de Schumann a donc un impact important sur l'état de tous les êtres vivants. Or, cette influence joue dans les deux sens. Par exemple, lorsque les créatures vivantes se déplacent ou s'activent, leurs mouvements sont transmis à l'environnement, ce qui a pour effet de déformer les lignes de force. Cette influence, il est vrai, est minime. Cependant, le fait que les ondes de Schumann vibrent à la même fréquence que les ondes cérébrales de la plupart des mammifères offre donc des perspectives illimitées aux légions noires qui tirent les ficelles en arrière-plan et veulent empêcher l'élévation vibratoire de la Terre. La souffrance animale à travers l'histoire et la généralisation des sacrifices rituels des animaux instaurés à grande échelle sur tout le globe, encouragés par la plupart des religions depuis toujours, trouve ici son explication. On comprend mieux aussi l'industrialisation du commerce de la viande avec ses usines de mort et de désespérance animale. À chaque fois que l'être humain s'élèvera vibratoirement, soit en se nettoyant énergétiquement, soit par une prise de conscience nouvelle, soit mécaniquement en éprouvant les effets de l'imminence du white-in, la bile noire cherchera à baisser les fréquences de l'ADN. La matrice artificielle étant essentiellement mathématique, l'ego scannera toutes les ondes de forme autour de lui durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour opérer les corrections nécessaires et mettre à jour ces données de façon à caler l'ADN sur la fréquence temporelle de la sphère dans laquelle il se trouve. Pour nous, c'est la troisième sphère, celle du moyen astral. Ce mécanisme engendre un phénomène curieux que nous avons tous eu à observer un jour et que beaucoup considèrent à tort comme étant des synchronicités. Il arrivera ainsi à la personne qui vient de s'élever à un nouveau palier de conscience de regarder spontanément sa montre ou son réveil ou encore les plaques d'immatriculation des voitures qui l'entourent à des instants clés de la journée lorsque les chiffres indiquent justement des heures symétriques ou miroirs de type 11-11 ou 22-22. Ce phénomène est lié aux efforts de la bile noire qui tend à se remettre en phase avec la sphère de densité dans laquelle il se trouve. Mais au-delà de tout ça, l'état psychique du virus humain lui-même, avec son ADN imprégné de bile noire, va avoir une incidence redoutable sur la fréquence de la Terre. En plongeant les hommes dans l'abîme et le malheur, avec les guerres, les luttes intestines, les crises et l'adversité d'une vie toujours plus âpre, les faux dieux peuvent baisser à volonté le taux vibratoire de l'humanité. Ce faisant, ils disposent d'un levier efficace qui leur permet de maintenir la résonance de la Terre à son niveau le plus bas. Si les sociétés humaines plongent dans le chaos et le désespoir au moment du white-in, quand les vents solaires souffleront au plus fort, alors la Terre ne pourra pas nous entraîner vers une fréquence plus haute. C'est au contraire l'humanité qui abaissera la fréquence de la Terre, empêchant du même coup la matrice artificielle de faire la bascule et de retourner à la matrice originelle. Rappelons que la Terre dans laquelle nous évoluons est le noyau énergétique de la troisième sphère de densité, la sphère centrale, laquelle maintient la stabilité structurelle de l'ensemble de cette zone de la matrice artificielle. Le prochain white-in étant particulièrement violent, on comprend mieux pourquoi les faux dieux ont largement favorisé la prolifération de la communauté humaine sur la Terre tout au long des dernières décennies. Voilà aussi pourquoi les périodes qui précèdent les white-in sont toujours des périodes de barbarie du fait de l'émergence sur la Terre d'êtres violents agissant sous le contrôle exclusif de l'ego. Les guerres se multiplient, attisant encore davantage les haines entre les peuples, entre les militants politiques, les adeptes des religions. Tout cela
fait le jeu de la monade dont la priorité est de maintenir la résonance de la Terre aux alentours de 7,83 Hz. Parallèlement à tout ce qui vient d'être dit, pour contrer l'éveil des êtres humains qui survient mécaniquement à l'approche du White-In, de nouveaux courants spirituels voient le jour, favorisés en sous-main par les sbires des faux dieux, canalisés dans l'astral par les elfes noirs. Ces mouvements revendiquent presque toujours un message d'amour et de paix et sont capables de drainer d'immenses foules. Les adeptes et les fidèles toujours plus nombreux sont séduits par un discours simpliste qui les flatte et ne les renvoie jamais vers l'engagement d'une véritable remise en question. Ces courants spirituels ont en effet pour but de détourner de la vérité ce qui pourrait s'éveiller en les conduisant vers des impasses où seul leur ego prospère et se nourrisse. Toutes sortes de nouvelles distractions apparaissent aussi, comme aujourd'hui le cinéma, les jeux vidéo, la télévision, le téléphone portable et Internet. Tous ces divertissements visent en fait à abaisser la fréquence vibratoire de l'animal humain, tout en le maintenant dans l'illusion de sa pleine puissance, car il devient alors complètement connecté. Il y a toujours beaucoup de morts durant ces années-là, et la vie ne vaut pas grand-chose. Puis arrive alors le retour du roi, l'antéchrist, perçu comme un sauveur et qui se présentera comme le recours ultime. Son arrivée marquera l'instauration d'un ordre mondial d'une durée de 3 ans et demi, avec l'implantation obligatoire des êtres humains qui imploreront le retour à la paix et à la sécurité. Finalement, si l'agenda des faux dieux se déroule selon leur plan, au terme des 3 ans et demi de gouvernance, le grand monarque fera avorter le processus du White-In en déclenchant le blackout, ce court-circuit électromagnétique qui bombardera soudainement le Soleil avec son puissant champ d'ondes à haute fréquence. Sans entrer ici dans des détails techniques que je ne maîtrise d'ailleurs pas, je vais essayer de partager avec vous les quelques éléments que j'ai pu réunir afin que nous ayons au moins une idée schématique du mode de fonctionnement du système. Le blackout est une sorte de court-circuit à l'échelle du système solaire. D'une durée limitée à quelques heures, il est produit par la surcharge brutale d'un bouclier haute fréquence qui agit au niveau de la magnétosphère et de l'ionosphère des planètes et qui neutralise le rayonnement solaire tout en l'utilisant pour intensifier la puissance de son propre signal. Ce bouclier est engendré par une série d'antennes synchronisées disposées principalement sur Neptune, Jupiter, Uranus, Saturne, la Terre et la Lune, mais aussi dans une moindre mesure sur les autres planètes, les comètes et les astéroïdes, et dont l'activation a pour effet d'entraîner une réaction en chaîne en interaction avec le Soleil. La position de ces astres dans l'échiquier, dans cette simulation, a donc son importance au moment du déclenchement du blackout. L'activation du court-circuit est commandée par plusieurs dispositifs qui agissent comme des interrupteurs. Il en existe 2 sur la Terre. Le premier se situe au Texas, non loin de l'État de l'Arkansas, et le second se trouve dans la ville d'Astana, au Kazakhstan, 2 zones de production pétrolière. Si un seul de ces dispositifs fait défaut, c'est toute la réaction en chaîne qui est compromise, empêchant alors la surcharge de se produire. Sur le plan cosmique, la mise en route du bouclier haute fréquence sera accompagnée d'une longue et inhabituelle période d'accalmie de l'activité solaire. Cette période sera mise à profit pour parfaire certains réglages du bouclier sur Terre, mais aussi sur les autres zones du système solaire, et ce, quelle que soit l'image que l'on se fait de ce qu'est le système solaire. Elle débouchera sur une reprise progressive des éruptions solaires, espacées au début, puis de plus en plus fréquentes, en réaction au bouclier, avec l'apparition de taches toujours plus importantes sur le Soleil. Au cours des années et des décennies, ces tempêtes solaires de plus en plus puissantes vont se propager à travers tout le système solaire. Pendant ce temps, le bouclier jouera son rôle de protection, tout comme d'autres mesures, notamment sur Terre, les chemtrails, qui feront office de catalyseurs magnétiques. Le climat deviendra instable,
durant cette période et il y aura de nombreuses catastrophes. On assistera à des secousses sismiques violentes. Les volcans vont se réveiller. Nous verrons alors apparaître de gigantesques aurores polaires dans le ciel. Ce sont là les signes annonciateurs du Whiting qui en temps normal devraient aboutir à la réintégration du système solaire de cette zone de la simulation via un bond dimensionnel dans la matrice originelle. Tous ces signes sont déjà présents à l'état embryonnaire. Si nous avons bien affaire à un Whiting majeur, comme je le pense, alors les effets du blackout seront dévastateurs dans tout le système. Sur le plan planétaire, l'éjection de masse coronale géante du Whiting, prématurée qui en résultera, provoquera un bombardement de particules électriques. Si nous avons bien affaire à un Whiting majeur, comme je le pense, alors les effets du blackout seront dévastateurs dans tout le système. Sur le plan planétaire, l'éjection de masse coronale géante du Whiting prématuré qui en résultera provoquera un bombardement de particules électromagnétiques qui causera l'ébranlement de la Terre sur son axe. Durant les jours et les semaines suivantes, il y aura des tremblements de terre d'une extrême violence. La rotation de la Terre va ralentir et il y aura alors un basculement soudain des pôles magnétiques. Les volcans entreront en éruption. La Terre connaîtra des pics intenses de chaleur caniculaire qui causeront des feux de forêt gigantesques. L'activité volcanique s'intensifiera encore. Le flux de radiation solaire surchargera le champ magnétique de la Terre en particules ionisées. À cause de l'activité électrique dans l'ionosphère, il y aura des éclairs dans le ciel. Les températures devenant insoutenables, la croûte terrestre va se fendre et les plaques tectoniques se déplaceront brutalement. Ce sera la fin de tout ce que nous connaissons sur la Terre, et en premier lieu la fin de la civilisation. Le blitz électromagnétique dû à la surcharge du bouclier haute fréquence dans la magnétosphère engendrera des dégâts sur les réseaux électriques et aura pour conséquence l'interruption immédiate de tous les appareils électriques. À la surface de la Terre, toute forme de vie sera compromise. Ceux qui n'auront pas trouvé refuge dans les profondeurs de la croûte terrestre, à 200 mètres sous terre, et dans des zones surélevées par rapport au niveau de la mer pour ne pas être noyés dans leur refuge, seront frappés par ce bombardement de particules. En effet, l'onde de choc magnétique du Whiting transpercera le bouclier de la magnétosphère. Il ne sera pas assez puissant pour générer un bond dimensionnel, mais il sera assez ravageur pour tout dévaster sur la planète. L'homme, robot biologique électromagnétique, sera touché. Il y aura de très nombreuses attaques cérébrales et des arrêts cardiaques. Tout cela s'est déjà produit de nombreuses fois dans l'histoire, comme en témoignent les textes de certains auteurs antiques. Prenons par exemple le Chrystias, ce long dialogue de Platon, rédigé d'après des archives secrètes auxquelles le philosophe aurait eu accès. Ce texte décrit l'Atlantide dans les moindres détails. Or, il se termine au beau milieu d'une phrase. Ce manuscrit, entre guillemets inachevé, semble être l'indice qu'une puissance est à l'œuvre, secrète et implacable. Son rôle consiste à supprimer systématiquement tout texte, toute découverte archéologique, tout témoin et toute trace susceptible de réveiller la mémoire des hommes, à moins que ce ne soit le contraire. Quoi qu'il en soit, Platon, quel que fût Platon dans la réalité, parle dans son introduction au dialogue du Timée, comme aussi d'ailleurs dans celui intitulé Les lois, parle très précisément de ce phénomène des blackouts successifs que nous venons d'évoquer. Dans ce texte, Timée nous rapporte ce que Solon a appris au contact d'un vénérable prêtre égyptien. Un des prêtres les plus âgés lui dit « Ô Solon, Solon, vous autres Grecs, vous serez toujours des enfants, il n'y a pas de vieillards parmi vous. » « Et pourquoi cela ?» répondit Solon. « Vous êtes tous, dit le prêtre, jeunes d'intelligence, vous ne possédez aucune vieille tradition, ni aucune science vénérable par son antiquité. En voici la raison.
Le genre humain a subi et subira plusieurs destructions, les plus grandes par le feu et l'eau, et les moindres par 1000 autres causes. Ce qu'on raconte chez vous de Phaéton, fils du soleil, qui voulant conduire le char de son père et ne pouvant le maintenir dans la route ordinaire, embrasa la terre et périt lui-même frappé de la foudre, a toute l'apparence d'une fable. Ce qu'il y a de vrai, c'est que dans les mouvements des astres autour de la terre, il peut, à de longs intervalles de temps, arriver des catastrophes où tout ce qui se trouve sur la terre est détruit par le feu. Alors, les habitants des montagnes et des lieux secs et élevés périssent plutôt que ceux qui habitent près des fleuves et sur les bords de la mer. Pour nous, le Nil nous sauve de cette calamité comme de beaucoup d'autres par le débordement de ses eaux. Quand les dieux purifient la terre par un déluge, les bergers et les bouviers sont à l'abri sur leurs montagnes, tandis que les habitants de vos villes sont entraînés par des torrents dans la mer. Chez nous, au contraire, jamais les eaux ne descendent d'en haut pour inonder nos campagnes. Elles nous jaillissent du sein de la terre. Voilà pourquoi nous avons conservé les monuments les plus anciens. En tout pays, le genre humain subsiste toujours en nombre plus ou moins considérable, à moins qu'un froid ou une chaleur extrême ne s'y oppose. Tout ce que nous connaissons, chez vous ou ici ou ailleurs, d'événements glorieux, importants ou remarquables sous d'autres rapports, tout cela existe chez nous, consigné par écrit et conservé dans nos temples depuis un temps immémorial. Mais en Grèce, à peine a-t-on constaté vos actions et celles des autres peuples, soit par écrit ou par tout autre moyen en usage, par des États civilisés, que les eaux du ciel viennent périodiquement fondre sur vous comme un fléau, ne laissant survivre que des hommes sans lettres et sans instruction, de sorte que vous voilà de nouveau dans l'enfance, ignorant ce qui s'est passé dans l'Antiquité chez vous aussi bien que chez nous. Tout d'abord, il ressort de ce texte, si on le prend au pied de la lettre et si on lui apporte un total crédit, que les Égyptiens, à l'époque de Solon, 7e siècle avant notre ère, étaient particulièrement au fait des questions de cataclysme, connaissance héritée sans doute des survivants atlantes et qui résultait du traumatisme subi par ces derniers lors de la disparition de l'Atlantide. Ensuite, notons que le prêtre est soit un peu naïf, soit ignorant lorsqu'il affirme que l'Égypte est préservée de ces blackouts qui se succèdent à intervalles réguliers grâce au Nil. Comme il n'est ni l'un ni l'autre, j'en déduis, toujours dans la logique de ce texte, qu'il lui était impossible de révéler à Solon le secret de cette protection mystérieuse, un précieux secret réservé aux seuls initiés des plus hauts degrés et qui avait permis à leur civilisation de survivre à de nombreux blackouts, leur conférant une supériorité manifeste sur tous les autres peuples de la Terre. L'explication du Nil est évidemment une simplification grossière. Le Nil n'a par ailleurs pu empêcher les ravages du blackout fatidique à l'origine de la disparition complète, brutale et définitive de la civilisation égyptienne antique, avec l'inexplicable abandon de l'écriture hiéroglyphique, tout à coup devenue indéchiffrable pour le commun des mortels. Mais nous verrons dans un prochain volume que toute cette histoire-là aussi, nous pouvons la regarder autrement. Nous pouvons relever plusieurs détails particulièrement intéressants dans les propos que tient le prêtre égyptien à Solon, témoignant de sa grande connaissance du processus de déclenchement des blackouts. Tout d'abord, il affirme que les dieux sont à l'origine de ces fléaux, une affirmation que l'homme moderne, imprégné de science, aurait bien tort de ne pas prendre au premier degré. Ensuite, il précise que ces catastrophes ne sont pas toutes de même importance. Les blackouts majeurs s'accomplissent avec une destruction par le feu ou par l'eau, tandis que les autres peuvent être causés par diverses manifestations. Ensuite, il met directement en cause le Soleil, liant les ravages qu'il provoque au passage d'autres corps célestes dans le système solaire intérieur. On retrouve la même description dans le texte de Jean que nous avons cité plus haut. 24-29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel,
et les puissances des cieux seront ébranlées. Enfin, en parlant de l'eau qui jaillit des profondeurs de la terre, le prêtre révèle le secret du grand déluge qui submergea la presque totalité des terres il y a environ 12 000 ans. Les scientifiques se demandent aujourd'hui si une partie de l'eau présente sur Terre ne proviendrait pas d'un gigantesque réservoir souterrain qui vient d'être découvert à 700 km de profondeur et contenant l'équivalent de 3 fois le volume de l'ensemble des océans de la planète. Ils appellent cela pudiquement un réservoir, mais ne nous y trompons pas, il s'agit en fait de la mer intérieure. Cette eau sert de tampon pour les océans en surface et leur volume est entièrement sous le contrôle des faux dieux. C'est l'ouverture des vannes de cette mer intérieure par les légions qui est la cause véritable du déluge. Les survivants, ayant vu tomber la pluie durant cette période au climat tourmenté, ont pu croire que la pluie était la seule responsable de la montée des eaux. En réalité, l'eau provenait de l'intérieur de la terre, détail que les Égyptiens semblaient donc connaître. Si on en croit ceux qui sont derrière toutes ces histoires et qui ont toujours poursuivi une logique dans leurs récits par rapport aux secrets qu'ils défendaient. Ayant été informés de la nature du seul péril qui les menaçait, l'Égypte n'ayant pas de montagne, l'eau ne risquait pas de déferler depuis les hauteurs, ni en raison de fortes pluies, ni à cause d'un soudain dégel, les Égyptiens, selon les planificateurs invisibles qui écrivent notre histoire officielle, ont ainsi pu logiquement trouver la parade et échapper au désastre de plusieurs blackouts durant plusieurs cycles de 1000 ans, en se réfugiant dans leur cité souterraine. Le prêtre ne pouvait évidemment pas révéler à Solon ce secret à l'origine de la longévité unique de la civilisation égyptienne, toujours à en croire l'histoire officielle, et de sa supériorité sur toutes les autres civilisations. N'oubliez pas, une fois encore, que ceux qui écrivent ces histoires, notre histoire officielle, respectent toujours leur logique en fonction des secrets et leurs récits doivent respecter une cohérence infinie. Il en fut donc ainsi de cette supériorité de la civilisation égyptienne jusqu'à ce que Yahvé, Amon, abandonne le peuple égyptien à son sort, offrant désormais ses faveurs aux descendants des fidèles d'Akhénaton, devenu le peuple hébreu installé sur sa terre promise. C'est ainsi que le peuple égyptien fut renvoyé, lui aussi, comme les autres, à l'âge de pierre.